Bonjour à tout le monde, chers amis, chers collègues. Merci de nous avoir conviés à cette nouvelle session des rencontres de la Baule. C'est toujours un plaisir, bien sûr, de venir, non seulement pour la qualité du cadre, de l'accueil, mais aussi la qualité des journées en elles-mêmes. Je vais essayer de vous faire partager l'expérience qu'ils ont sur les données de santé, les URPS, à travers une structure qu'elles ont mutualisée entre elles, l'ISPL, l'Institut de statistique des professionnels de santé libéraux. Du fait de leur mission, les unions régionales sont manifestement aujourd'hui un des acteurs principaux dans le dispositif de soins en région. Du fait de leur mission, les unions sont en effet appelées à participer à l'amélioration, à l'organisation du système de soins en région, et notamment en ce qui concerne l'exercice professionnel et la qualité des soins. C'était déjà les missions qui étaient confiées aux unions URML de la loi qui était créée par la loi de 1993. La loi qui crée les URPS au mois de juillet 2009 reprend et élargit même ses fonctions, puisque les unions, je l'ai souligné là en orange, doivent participer, réfléchir à l'organisation de l'exercice professionnel et améliorer les modes d'exercice, mais elles ont aussi des actions à conduire dans le domaine des soins pour en améliorer la qualité, la coordination. Elles doivent également partager au déploiement des systèmes de communication et cette loi donc leur octroie un accès à des données agrégées nationales et régionales sur le SNIRAM. Donc, pour faire face à ces missions, il est bien évident que les unions doivent disposer d'informations, doivent disposer de données de santé. Et depuis 1993, non sans quelques vicissitudes, Philippe Boutin en faisait allusion tout à l'heure, elles se sont attelées à cette tâche qui consiste à collecter des données, à les analyser, pour les redonner après à la profession. Sur quelle base travaillent aujourd'hui les unions? 3 bases de données principales. Le SNIRAM, donc c'est le Système national d'information interrégime d'assurance maladie de 1999, le PMSI, le Système d'information d'hospitalisation publique et privée, et la TDU, qui a été créée, elle, donc, par la loi de 1993 et qui octroyait aux unions le partage avec l'assurance maladie des feuilles de soins électroniques et uniquement des feuilles de soins électroniques. Alors l'histoire de la TDU est assez emblématique. Donc elle est créée par la loi de 1993, mais il a fallu attendre 9 ans pour que le décret d'application sorte. Je dirais que là on est dans une phase politique. Puis après, une fois que le décret est sorti, on est rentré dans une phase technique. 2 ans supplémentaires pour faire des études de faisabilité et encore 2 ans pour pouvoir mettre au point un dispositif opérationnel. Et donc c'est depuis avril 2009 que l'on considère que l'on a un dispositif opérationnel, ce qui nous a permis de glisser relativement facilement de la TDU au SNIRAM. La loi HPST donc, de 2009 octroie aux unions d'aller travailler sur le SNIRAM. Alors le SNIRAM, bon, je ne vais pas vous faire un jour de répéter ce que c'est. C'est une énorme base de données qui collecte la liquidation, tout régime d'assurance maladie confondu, de toutes les prestations réalisées par les offreurs de soins, donc professionnels de santé libéraux et établissements de santé. Ces données sont compartimentées dans des magasins de données qu'on appelle des datamarts et sur lesquels on peut aller faire des requêtes à condition d'en avoir été au préalable dûment habilité, dûment formé. Et tout ça pour faire des requêtes que vous nous appelez des requêtes à syntaxe complexe. Nous disposons de droits d'accès malheureusement limités sur ce SNIRAM, limités aux données agrégées concernant les médecins et les bénéficiaires, c'est-à-dire les patients, et à des données individuelles et anonymisées concernant les médecins, tout cela avec une granulométrie qui ne va pas en dessous du département. Bon, avec un peu de Parkinson, je vais y arriver. Cette base est extrêmement volumineuse. Quelques chiffres pour en donner un exemple. Chaque année, elle est alimentée par 1,2 milliard de feuilles de soins, 500 millions d'actes médicaux, 11 millions de séjours hospitaliers en MCO, avec une profondeur historique potentielle de 14 ans. Aujourd'hui, 20 milliards de lignes de prestations, une architecture complexe, mais ça, Michel Palluy est plus compétent que moi pour vous le dire. Voilà un schéma de la structuration de ce SNIRAM dans ces différents datamarts. On a accès à tous les datamarts qui sont sur la diapositive. Je ne vais pas faire le monsieur météo, donc à droite.
c'est-à-dire en orange et en jaune. Nous n'avons pas par contre accès à toute la colonne orange, pardon, en jaune et en vert, donc nous n'avons pas accès à toute la colonne orange, où il y a dedans des données concernant les bénéficiaires, des données individuelles sur les bénéficiaires. Et ça, c'est un regret que l'on a aujourd'hui, c'est un manque que l'on éprouve aujourd'hui, et il serait important qu'on ait un élargissement des droits sur ces données, au même titre d'ailleurs que les ont les ARS aujourd'hui. Le PMSI, donc, ça a été créé en juillet 1991, où il a été demandé aux établissements de santé de procéder à l'analyse de leur activité et de la transmettre à l'État et à l'assurance maladie. Pour cela, de développer donc un système d'information qui est le PMSI, donc dans lequel on retrouve chaque séjour de patient fait l'objet d'un résumé de sorties standardisées qui sont regroupées en GHM, et cela à deux fins, tarification à l'activité et planification de l'offre de soins. Qu'est-ce qu'on trouve dans le PMSI? À la fois des données médicales et des données administratives. Des données administratives concernant bien sûr l'établissement, concernant les patients, et quelques données médicales, le diagnostic principal, les diagnostics associés, les actes qui ont été faits durant le séjour de patients, mais pas tous, les consultations externes, la dialyse, les dispositifs médicaux implantables, les molécules coûteuses ne figurent pas dans les GHM, et DHM qui sont traduits après en GHS pour permettre la facturation, avec des GHS de valorisation différentes, que ce soit en public qu'en privé, ce qui est normal, mais peut-être pas dans les écarts. Ça, c'est quelque chose qui est important. Avoir un accès aux bases de données, c'est une chose. Et là, on est dans un domaine, encore une fois, politique, on a vu avec la TDU. Une fois qu'on a cet accès, c'est une autre chose que de travailler sur ces bases de données et de les exploiter. Et là, on rentre devant une phase technique qui nécessite, du fait de sa complexité, des investissements en moyens techniques, des investissements en moyens humains et donc des investissements financiers. Et c'est pour faire face à ces investissements que les URML, à l'époque, avaient décidé de se mutualiser en créant une structure commune, l'ISPL, c'est-à-dire l'Institut de statistique des professionnels de santé libéraux, qui a été créé donc en juillet 2007 à l'initiative de la conférence des présidents du RML, avec pour objectif initial à l'époque de piloter la TDU, puis après on a glissé bien sûr sur le SNIRAM et sur le PMSI. L'enjeu principal est de donner à la profession un système d'information indépendant, qui lui permet de maîtriser son information et bien sûr dans l'objectif de faire évoluer ses exercices et ses pratiques. La structure en elle-même, c'est donc une structure associative qui est pilotée par un bureau composé de membres élus des unions adhérentes. Aujourd'hui, 15 unions ont rejoint cette ISPL. Et puis, on s'appuie sur une structure avec 2 salariés, le docteur Michel Paoli et Marc Bayou, qui sont ici présents et à qui je tiens à rendre hommage pour la qualité de leur travail et leur investissement dans la structure. Et vous pourrez d'ailleurs, ils participeront tout à l'heure au débat avec nous. Sur comment l'ISPL collecte-t-elle ces données? 3 types de collecte. Les agrégats manuels automatiques, ça c'est ce qui est issu historiquement de la TDU, où tous les mois, on a une livraison d'agrégats qui correspondent aux prestations NGAP et CCAM, des actes réalisés par les professionnels de santé, département par département, région par région, spécialité par spécialité, secteur d'activité par secteur d'activité. Et cela est encadré par un cahier des charges qui est défini par une convention qui lie la CNAMS à l'ISPL. Et il faut pour cela également un agrément de l'ACTIL que nous avons. Donc à côté de ces réceptions automatiques, nous pouvons également faire des requêtes manuelles dans ces différents datamarts auxquels on a droit sur le SNIRAM, donc des requêtes qui peuvent être faites pour répondre à telle ou telle étude qui sont commandées à l'ISPL. Et puis également des agrégats manuels qui proviennent aujourd'hui du PMSI. Également là, nous avons eu un accord de la CNIL pour pouvoir travailler sur le PMSI. Toutes les données recueillies sont centralisées sur un serveur qui va servir de plateforme de support à l'ISPL pour traiter ces données à l'aide d'un logiciel d'aide à la décision. Et puis elles sont restituées, ces données, donc le résultat de ces études, leur analyse, est restituée aux unions, soit en ligne, soit sous forme de fichiers, Excel, PDF, PowerPoint. Donc voilà schématiquement comment ça fonctionne. Donc cette énorme base de données qui est le SNIRAM, tous les mois arrivent dans le serveur de l'ISPL les agrégats automatiques, mais on peut également faire des agrégats manuels dans les datamarts du SNIRAM sur le PMSI. Tout cela est travaillé sur la plateforme de l'ISPL et restitué à la profession. Aujourd'hui,
Qu'est-ce qu'on a en réserve, si je peux dire? Donc l'exhaustivité de ces agrégats manuels de 2007 à 2012, des agrégats automatiques, pardon, de 2007 à 2012, c'est-à-dire toute l'activité NGAP, CCAM. On a également sous forme d'agrégats manuels l'exhaustivité de la CCAM de 2007 à 2012, celle des médecins anonymisés sur la même période, et puis des agrégats qui sont centrés sur certaines professions qui nous avaient demandé des travaux, et aujourd'hui donc des agrégats manuels sur le PMSI. Mais on en est au début. Le type d'études, bien évidemment, cette liste n'est pas exhaustive, mais on voit que les demandes sont extrêmement variées. Certaines sont centrées sur des pathologies, santé mentale, le vaccin, le mélanome. D'autres concernent plus l'organisation de la profession, notamment autour de la permanence de soins. Et puis beaucoup d'études aujourd'hui concernent l'analyse même de l'activité de chaque spécialité, qui font des requêtes auprès de l'ISPL, activité tant au niveau régional qu'au niveau national. L'ISPL peut aussi rendre aux unions ce type de tableau de bord, qui est une photographie mensuelle de leur activité. Donc on peut donner des informations sur la démographie, sur les volumes d'actes qui sont faits, sur les prescriptions. Voilà donc toutes sortes de tableaux de bord qui donnent une lisibilité aux unions sur ce qui se passe dans leur région. Bien évidemment, et je vous l'ai évoqué tout à l'heure, nous avons des limites. Ces limites, d'abord, elles tiennent à la structure même des bases de données sur lesquelles nous travaillons, puisque ce sont des bases de données essentiellement de liquidation et des bases de données administratives, c'est-à-dire qu'il n'y a que peu à pas d'informations médicales. On peut dire quel nombre d'échographies d'un tel organe va être fait dans une région, sur la France, combien ça coûte, mais on ne pourra pas dire pourquoi ces échographies ont été demandées et pourquoi ces échographies, et encore moins bien sûr quel est le résultat de ces échographies. Ceci dit, d'avoir accès à ces données quantitatives est déjà quelque chose d'extrêmement riche en enseignement et va permettre de cibler très facilement des problématiques qui, elles, pourront demander des études plus fines avec des données à ce moment-là qualitatives. On se heurte également à ce que je vous ai dit tout à l'heure aussi, c'est-à-dire à la limitation de nos droits de requête sur le SNIRAM. Il est important qu'aujourd'hui ces droits soient étendus pour mener à bien nos missions, notamment avec un accès à l'EGB, un accès à une granulométrie plus fine, la commune du médecin, et la possibilité de faire le chaînage. Et il serait important de pouvoir notamment chaîner les bases qui proviennent à la fois, qui concernent le système ambulatoire et le système hospitalier, si on veut étudier le parcours de soins du patient, ce qui est difficile de faire aujourd'hui. Il faut également pouvoir croiser ces bases avec d'autres bases de données de médecine, puisqu'il y en a bien d'autres en France. Faire également des études qualitatives qui pourraient être faites à partir de cohortes, à partir d'échantillons. Et puis je crois que vous aussi, on peut réfléchir si on ne pourrait pas, s'il n'y aurait pas un intérêt à fournir à chaque professionnel de santé des statistiques sur son activité, comme le fait aujourd'hui un peu finalement la CNAMS sur la ROSP. En conclusion, oui, les URPS ont besoin de données de santé pour assurer leur mission, c'est évident. Par l'ISPL, les unions ont su développer un outil original, performant, qui répond rapidement aux questions qu'on lui soumet. Une requête, elle est traitée en quelques jours à quelques semaines. Je lis dans d'autres rapports que ça peut mettre 17 mois quand on la demande à d'autres. Que pour ce faire, bien sûr, l'exploitation des données, c'est quelque chose de coûteux en ressources et en expertise, mais qu'il faut que la profession reste dans le débat, parce que derrière tout ça, il y a bien sûr des enjeux économiques et des enjeux politiques majeurs, et que ces enjeux sont décisifs pour les pratiques et l'organisation de la profession. Il faut que la profession garde la maîtrise de son système d'information pour conserver son autonomie et son indépendance. Et je finirai cette phrase qui résume tout. Disposer des données de santé permet aux URPS d'être des acteurs indépendants et influents face aux ARS et face aux autres institutions ou tutelles régionales.